Dès l'arrivée des ancêtres venus du Nord à l'émergence du royaume sous les règnes des Nimilutieni, le royaume Congo a connu des transformations politiques, des conflits et des influences extérieures qui ont marqué son histoire. Malgré les défis rencontrés, le peuple Congo a su préserver sa culture et son identité. Aujourd'hui, nous pouvons continuer à apprécier ces grands royaumes au travers son héritage dans l'esprit de chaque peuple l'ayant composé dans le passé. Dans cette vidéo, nous parlerons du royaume, mais aussi nous découvrirons ensemble les multiples interprétations du terme Congo, son lien avec la chasse et l'activité guerrière, ainsi que l'évolution politique et territoriale du royaume. Des clans indépendants à la structuration aristocratique, cette histoire captivante témoigne d'un passé riche et complexe. Sans plus tarder, embarquons ensemble vers l'inconnu et explorons les horizons de notre histoire. Les ancêtres du peuple Congo sont supposés être venus du nord et se sont installés dans la région de l'embouchure du fleuve Congo. À cette époque, la région était déjà habitée par les Pygmées Mbaka et une première vague de Bantous, parmi lesquels se trouvaient les Mbundu qui font partie du groupe ethnique Congo. Les nouveaux venus se sont mélangés aux populations déjà présentes, donnant ainsi naissance aux différents groupes qui seront plus tard appelés Congo. Nous devons savoir que l'origine même du terme Congo suscite encore des débats jusqu'à aujourd'hui. Certains suggèrent qu'il pourrait signifier chasse, en référence à une légende selon laquelle les villages d'origine auraient été découverts par un chasseur. D'autres lient le terme à couteau de jet ou encore lance, soulignant ainsi l'importance de la chasse et de l'activité guerrière. Quelle que soit son origine, ces différentes interprétations semblent se rejoindre autour du thème de la chasse et de l'activité guerrière. Les termes Congo pourraient également être associés au statut du chef ou d'homme libre, ainsi qu'à la peau des léopards, symbole de pouvoir aristocratique. Avant l'émergence du royaume, les différents groupes étaient indépendants les uns des autres et aucun d'entre eux ne s'est revendiqué comme étant Congo. Cependant, les clans Sakou étaient déjà considérés comme nobles, possédant des terres et recevant les tribus des autres groupes, ce qui assurait une certaine cohésion entre eux. Selon la tradition, l'avènement du royaume Congo serait lié à l'ancêtre fondateur Nimilutieni. Il aurait quitté la chefferie de Bungu sur la rive droite du fleuve Congo pour s'installer dans les terres méridionales. Il aurait unifié le royaume déjà existant et imposé son pouvoir sur toutes les aristocraties locales. La datation précise du royaume est difficile, mais les estimations varient entre le XIVe siècle et le 1er siècle de notre ère. Selon les sources historiques du XVIIe siècle, la fondation aurait eu lieu environ 350 ans avant cette période, vers 1274. Quoi qu'il en soit, le royaume Congo était déjà bien établi au moment de l'arrivée des Portugais au XVe siècle. Il avait développé ses institutions, consolidé son organisation et acquis une longue expérience. C'était un royaume mature et complexe. En ce qui concerne l'étendue du royaume, elle variait au fil du temps. Au sommet de sa puissance, le royaume Congo comprenait 6 provinces centrales: Mbamba, Soyo, Mpangu, Mbata, Nsundi et Mpemba. Les seigneuries périphériques telles que Luango, Kakongo et Ngoyo ont progressivement acquis leur autonomie. Il est important de noter que ces frontières, à l'époque, n'étaient pas aussi clairement bien définies qu'aujourd'hui. Les rois du Congo revendiquaient souvent une influence sur les terres plus vastes que ceux qu'ils contrôlaient réellement. Les frontières étaient davantage une distinction entre le peuple qu'une délimitation territoriale précise. Avec l'arrivée des Européens et le développement de la traite des esclaves, le royaume Congo a progressivement perdu son emprise sur les seigneuries qui lui étaient subordonnées. Cependant, il est important de reconnaître l'ancienneté et la richesse de ce royaume avant cette période de déclin. Sa fondation remonterait très probablement au-delà du XIVe siècle et il a joué un rôle central dans la région jusqu'à l'arrivée des Portugais. À travers 3 périodes cruciales, nous examinons l'impact de l'arrivée des Portugais en 1483, la christianisation du royaume, les conflits de pouvoirs internes et influences croissantes des puissances étrangères. Cette évolution complexe a façonné les destins du Congo, relevant les dynamiques politiques, culturelles et économiques qui ont marqué cette région et son peuple. Commençons par la première période qui s'étend de 1483 à 1540.
Cette période est marquée par une réorganisation et une adaptation du royaume face aux nouvelles influences telles que le christianisme et le commerce côtier. En 1483, les caravelles de Diego Cao, un sujet du roi du Portugal, arrivent dans l'embouchure du fleuve Congo, marquant ainsi la première rencontre entre les royaumes et les Européens. Le roi du Congo à l'époque, Mdingankoubou, découvre ainsi l'homme blanc pour la première fois. Cette rencontre initiale se déroule de manière pacifique car les autochtones pensent avoir affaire à des revenants ou des esprits ancestraux. Suite à cette rencontre, le Congo et toute l'Afrique centrale ne peuvent plus être ignorés par les Européens. Le roi et sa cour sont fascinés par la civilisation européenne et souhaitent moderniser leur royaume en s'inspirant des avancées technologiques et culturelles qu'ils ont observées. Des missionnaires, des ouvriers, des enfants de la noblesse sont envoyés au Portugal pour étudier et ramener ces connaissances au Congo. Cette politique d'acculturation et de coopération avec le Portugais ne tarde pas à rencontrer des difficultés et à se heurter aux intérêts changeants du Portugal, notamment avec la découverte de l'Amérique et l'exploitation des colonies. Malgré les efforts de modernisation, les tensions internes et les dissensions au sein de la famille royale affaiblissent progressivement le royaume. Passons maintenant à la deuxième période qui s'étend de 1541 à 1665. Cette période est marquée par une résistance accrue du royaume face aux tentatives de colonisation et à l'esclavage. Le royaume Congo, dirigé par des monarques tels que Alvaro Ier et Antonio Ier, résiste courageusement aux tentatives de colonisation portugaise. Ces guerriers autochtones se battent farouchement pour protéger leur territoire et leur indépendance. Malgré cette résistance héroïque, les Européens parviennent à établir des comptoirs et à profiter du commerce des esclaves. Les marchands d'esclaves portugais exploitent la situation pour capturer et vendre des milliers de citoyens congos en esclavage. Malgré ces sombres réalités, la résistance Congo perdure. Des alliances avec d'autres royaumes et la mise en place d'une stratégie de défense permettent de contenir les assauts portugaises. Les royaumes se reconstruisent lentement, mais ils restent profondément marqués par ces années de conflits et de souffrances. Après la période d'Ambula, le royaume Congo a connu une crise politique majeure. Plusieurs clans se sont affrontés pour la royauté et les compromis n'étaient plus possibles. Cela a marqué la troisième période de l'évolution du royaume, caractérisée par la division et les tentatives d'unification. La balkanisation du royaume était désormais une réalité. Avec l'impossibilité d'atteindre un consensus général, il y avait désormais 3 rois rivaux régnant simultanément à Bula, au Mont Kimbangu et à Sao Salvador, tandis que Soyo revendiquait toujours son indépendance. Cette coexistence de plusieurs pouvoirs a engendré un état de guerre permanent, affaiblissant considérablement les principes même de la royauté. Certains prétendants se faisaient proclamer roi sans les cérémonies et les insignes caractéristiques, aggravant encore la crise. Face à cette situation critique, des tentatives d'unification ont été entreprises à la fois sur le plan politique et messianique. Dans les domaines politiques, nous avons vu émerger des figures telles que Ndo Petelo III, Nsimba du clan Kimbangu, qui a été proclamé roi mais a été tué par les Manisoyo. Il a été remplacé par son frère Ndo Nzozoa II, Nzuzi, qui a tenté de reconstruire l'unité du royaume pendant son règne de 1683 à 1717. Il a d'abord cherché à réduire l'autonomie des Soyo et a même réussi à lui arracher une partie de son territoire. Des missionnaires tels que Girolamo Morella da Sorrento, Merola da Sorrento et Luca da Caltanissetta ont également tenté de négocier la reconnaissance de Nzozoa II, Nzuzi, comme seul et unique roi. Ces tentatives ont échoué en raison de divers facteurs, y compris les départs précipités des missionnaires. En parallèle, une autre tentative d'unification s'est organisée autour de Ndo Petelo IV, qui appartenait au clan royaux des Kimpanzu et Kimulaza. Il s'est fait proclamer seul roi légitime des Sao Salvador avec le soutien du Manivunda et des missionnaires tels que Francisco da Pavia. Malheureusement, cette tentative n'a pas abouti malgré les efforts pour solliciter l'intervention du pape. Outre les tentatives d'unification politique, de mouvements messianiques ont également émergé. Ces mouvements ont cherché des solutions religieuses pour résoudre le problème politique, reflétant la soif du peuple congo à retrouver la paix au-delà des conflits
et de la guerre civile. Ces mouvements ont également souligné l'impuissance de la politique face à ces problèmes. En 1704, une vieille femme au nom d'Apollo Nyamafuta a prophétisé l'indignation du fils de Marie contre le peuple Congo, lui annonçant destruction et incendie s'il ne se mettait pas en marche vers Sao Salvador. Le cas le plus marquant a été celui de Ndona Béatrice Kimpanvita Nsimba. À l'âge de 20 ans, elle a commencé son action et aurait eu des pouvoirs de guérison. Elle prétendait avoir été inspirée par saint Antoine de Padoue lors d'une agonie en 1704, lui confiant la mission de ramener l'unité au peuple Congo. Bien qu'elle ait trouvé refuge chez Ndo Petelo IV dans un premier temps, elle fut confrontée à l'opposition des Portugais et des missionnaires qui ont demandé son élimination. Fouillant à temps, elle s'est rendue à Boula, l'autre capitale du royaume. Malgré les difficultés rencontrées, l'influence de la prophétesse Ndona Béatrice s'est répandue. Ses émissaires ont parcouru tout le royaume et son message a été bien accueilli dans toute la région. Certains adeptes ont même affirmé avoir rencontré des saintes comme Anne-Lucie et Isabelle. Il convient toutefois de souligner une contradiction dans l'action de Ndona Béatrice. Alors qu'elle prêchait en tant que prophétesse, elle était accompagnée d'un Portugais surnommé Saint Jean, qui était en quelque sorte son mari. Des témoignages de l'époque indiquent qu'elle aurait conçu un enfant mais n'aurait pas réussi à avorter. Dans le bois, elle aurait mis au monde un fils et aurait été surprise par les Portugais alors qu'elle l'allaitait. Malgré sa reconnaissance de la paternité, son amant l'a nié. Tous deux furent arrêtés et conduits devant Ndo Petelo IV, mais les rois hésitant quant à la réaction des adeptes de la prophétesse lors du voyage à Luanda, décida finalement de la transférer dans cette ville pour être jugée. Le 2 juillet 1706, Ndona Béatrice et son mari furent brûlés après avoir été condamnés à mort. Malgré sa disparition, l'enseignement religieux de Béatrice a continué à susciter de nombreux adeptes, certains prétendant même l'avoir revue à plusieurs reprises. Ainsi, la période allant de 1665 à 1800 a été marquée par la division et les tentatives d'unification dans le royaume. Des clans rivaux ont donné naissance à une nouvelle balkanisation politique, tandis que le mouvement politique et messianique ont cherché à restaurer l'unité perdue. Malgré ces efforts, l'émiettement politique semblait irréversible. Dans la suite de notre exploration du royaume Congo en Afrique centrale, nous nous penchons sur ces institutions sociopolitiques, révélant ainsi les rouages complexes de cette société ancienne. Rappelons pour le coup que le royaume du Congo était fondé sur une organisation matrilinéaire classique. Bien que les chroniqueurs et témoins anciens n'aient accordé que peu d'importance à cette structure sociale, il est évident que la vie quotidienne reposait sur des principes matrilinéaires bien établis. Les clans jouaient un rôle central, tandis que la polygynie, les mariages préférentiels et la succession d'oncle à neveu étaient des pratiques courantes. Un aspect sociopolitique clé du royaume du Congo était la stratification sociale indépendamment des influences portugaises. Une division sociale existait entre le roi et la noblesse, les hommes libres et potentiellement les esclaves. Bien qu'il n'y ait pas de preuve explicite de l'esclavage dans le royaume, il est probable qu'il existait quand même, car on en trouve des traces dans des régions avoisinantes. Les hommes libres constituaient les plus grands groupes sociaux, principalement d'origine Bundu ou pygmée. Ils représentaient également la population de province et étaient soumis à l'autorité des conquérants. La noblesse, quant à elle, était composée de deux catégories de personnes. Ceux dont la noblesse était héritée de l'histoire même du royaume et ceux qui étaient anoblis en échange des paiements ou d'autres services rendus. Au sommet de la hiérarchie se trouvait le roi, se distinguant de la noblesse par sa fonction et les privilèges qui étaient attachés. La figure royale était revêtue d'une aura surnaturelle, mais cette perception sera peu à peu démystifiée en raison des querelles, des successions et des interventions maladroites des Portugais. La gestion du royaume était principalement entre les mains du roi et de la noblesse. Le roi, en tant que maître incontesté, exerçait le pouvoir politique et judiciaire en même temps. Il rendait la justice en dernière instance, nommait et révoquait les fonctionnaires. Un code de gestion du royaume existait pour guider le roi
dans l'exercice de ses fonctions. La caste dirigeante, quant à elle, regroupait l'existence de la noblesse qui occupait des fonctions spécifiques au sein du royaume. Cependant, il s'agissait plus d'un groupement qu'une assemblée opérationnelle. Un conseil d'État, quant à lui, constituait une assemblée plus constitutionnelle qui est représentative. Composé des 10 à 12 membres, il avait une influence considérable sur l'élection du roi et les décisions politiques majeures. Il était également chargé de conseiller le roi dans ses choix et de superviser la gestion des provinces. La gestion administrative du royaume était assurée par les gouverneurs de province, le fonctionnaire de la cour et les prêtres chargés de culte. Les gouverneurs de province étaient nommés par le roi et étaient responsables de l'administration locale et de la collecte des taxes. Les fonctionnaires de la cour remplissaient différentes fonctions, allant de l'enregistrement de lois et des décrets à la supervision des travaux publics. La garde royale, souvent composée d'esclaves, jouait un rôle crucial dans l'exécution des décisions royales et dans la préservation de l'ordre public. Ces gardes étaient choisis pour leur loyauté envers le roi et jouissaient d'une grande autorité. Les différentes instances politiques du royaume étaient souvent en conflit, générant des tensions entre le roi et la noblesse, les conseils d'État ou même les peuples. Les querelles des successions étaient particulièrement fréquentes et souvent manipulées par des factions politiques rivales. Ces luttes internes affaiblissent progressivement le royaume, les rendant vulnérables aux influences extérieures. La justice était rendue au niveau des chefs de village ou des gouverneurs de province avec une possibilité d'appel auprès du roi. Les lois étaient proclamées dans les marchés, les rassemblements publics pour assurer leur diffusion. La législation était partagée entre le roi et les conseils, chaque partie contribuant à son développement. Les peines infligées, quant à elles, variaient en fonction de la gravité des crimes commis, allant de l'amende à la manipulation ou même à la peine de mort. Bien que ces pratiques semblent barbares, elles étaient profondément ancrées dans la culture et les croyances du royaume. À l'arrivée des Portugais, des nouvelles réalités matérielles ont fait leur apparition dans les paysages Congo. Les demandes répétées des maçons, menuisiers et autres artisans témoignaient de l'influence portugaise sur l'architecture du Congo avec la construction des églises et des cathédrales. Les missionnaires portugais ont joué un rôle majeur dans la propagation du christianisme et la construction d'édifices religieux. Mais leur attention s'est souvent détournée de ces projets pour se concentrer sur les commerces des esclaves. L'introduction des plantes d'origine américaine a eu un impact spectaculaire sur l'agriculture Congo. Des cultures telles que le maïs, les maniocs ont été introduites, supplantant progressivement d'autres céréales traditionnelles comme le sorgho et les millets. Des nouvelles variétés des plantes comme le tabac, le café et la vigne ont également été introduites, ce qui a permis de diversifier les productions agricoles du royaume. Cependant, cette transition agricole n'a pas été sans conséquences. Par exemple, la dépendance croissante vis-à-vis du manioc a rendu la population plus vulnérable à la farine en cas de mauvaise récolte. Mais l'élément le plus révolutionnaire introduit par les Européens était sans aucun doute le christianisme. La première phase de christianisation menée par les missionnaires portugais était assez agressive et ne permettait aucune adaptation aux éléments culturels locaux. Des églises furent construites et le Congo devint un centre important de christianisation, notamment sous l'influence de Saint Jacques. Cependant, cette christianisation initiale s'est heurtée à des résistances de la part de certains chefs traditionnels et de la population locale qui voyaient leur culture menacée. La seconde phase de la christianisation sous le règne de Ndongalassa II a été marquée par l'arrivée de capucins italiens et espagnols. Cette nouvelle vague de missionnaires s'intéressait davantage à la vie du pays et à la culture de la population. Les missionnaires capucins ont cherché à établir un dialogue avec les autochtones et à intégrer des éléments de la culture Congo dans la pratique religieuse. Ils ont également promu l'éducation et la formation des autochtones en créant notamment des écoles et des collèges. Cependant, cette éducation était principalement réservée aux élites Congo. Malgré ces efforts d'adaptation, la christianisation a eu des conséquences profondes sur la culture et les croyances traditionnelles du Congo. De nombreux rituels et pratiques religieuses ont été abandonnés au profit des cultes chrétiens et certaines sculptures et statues traditionnelles ont été détruites ou déconsidérées.
Des éléments de la culture Congo ont également été intégrés dans le christianisme, créant ainsi une forme de syncrétisme religieux unique. Au niveau politique, l'arrivée des Européens a également bouleversé l'ordre établi. Les rois du Congo ont rapidement compris l'importance de nouer des alliances avec les Portugais pour maintenir leur pouvoir et leurs influences. Les chefs traditionnels ont vu leur autorité diminuer au profit de nouveaux pouvoirs en place, ce qui a conduit à des tensions internes au sein du royaume. L'acculturation au Congo a été un processus complexe avec des impacts significatifs sur différents aspects de la société Congo. Les influences européennes ont laissé une empreinte indéniable sur l'architecture, l'agriculture, la religion et même la politique du royaume. Toutefois, il est important de noter que malgré ces changements, la culture Congo a continué à évoluer et à se réinventer en incorporant de nouveaux éléments tout en préservant son identité distincte. En conclusion, l'exploration des institutions sociopolitiques du royaume du Congo a mis en évidence la complexité de cette société ancienne et les impacts significatifs des influences extérieures. Cependant, elle souligne également la résilience et l'adaptabilité de la culture Congo dans son évolution continue. Nous espérons que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre les différentes variations et conséquences d'impact institutionnel sociopolitique dans le royaume Congo. N'hésitez pas à partager vos commentaires et vos questions dans la section qui est dédiée ci-dessous. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour de nouvelles découvertes historiques.